Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau séminaire que nous allons passer ensemble. Aujourd'hui, nous allons traiter des traitements. Dans la maladie d'Alzheimer, en effet, on sait que malheureusement les issues thérapeutiques sont très limitées. En revanche, la recherche avance et comme vous allez le voir ce soir, il y a énormément de pistes et d'ailleurs certains médicaments commencent à arriver sur le marché. Et pour vous parler de cela, nous avons la chance d'avoir deux grands professionnels. Tout d'abord, le professeur Audrey Gabel. Le professeur Audrey Gabel est professeur de neurologie au CHU de Montpellier. C'est également la présidente de la Fédération des centres mémoire, ces consultations hyper spécialisées dans l'analyse des troubles de la mémoire. Nous aurons également la chance d'entendre le professeur Olivier Hanot, professeur de gériatrie à l'hôpital Broca, directeur du Centre Mémoire de ressources et de recherche et président de ce qu'on appelle le Gérontopôle, un centre qui va associer clinique, recherche autour de l'évolution du vieillissement et en particulier des troubles des fonctions intellectuelles. Donc les traitements aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. La recherche est focalisée sur trouver des médicaments qui nous permettent de stopper le processus, des médicaments qui nous permettent de réduire les symptômes, de réduire les complications, de réduire la destruction des neurones auxquels on assiste dans cette terrible maladie. Donc aujourd'hui, nous allons donc en parler, toujours sur le même format, une présentation de nos invités et également un temps de discussion, puis à la fin un temps de discussion tous ensemble pour répondre à toutes vos questions, dont je vous rappelle que vous avez un onglet qui s'appelle Questions sur votre droite, dans lequel vous pouvez nous les rédiger et nous y répondrons les unes après les autres. Euh, on va donc commencer tout de suite avec ce qu'on appelle les traitements médicamenteux ciblés, ciblés contre la maladie spécifiquement, avec le professeur Audrey Gabel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir donc, pour vous parler des différentes stratégies thérapeutiques et elles sont particulièrement nombreuses autour des maladies neurodégénératives et de la maladie d'Alzheimer et en particulier sur les principales cibles concernant l'amyloïde et la tau ou des marqueurs de phosphorylation de tau. Il y a de nombreuses recherches, de nombreux laboratoires pharmaceutiques qui sont impliqués, mais également des académiques et beaucoup d'innovations dans ce champ de la maladie d'Alzheimer. On va le voir, des pistes thérapeutiques qui sont plus abouties peut-être que d'autres en termes de mise éventuellement sur le marché, mais beaucoup d'innovations et de possibilités de pouvoir aussi bénéficier de ces stratégies thérapeutiques, en particulier dans les essais cliniques qui peuvent être proposés au sein des centres mémoire ressources recherche dont vous avez un réseau français. Donc, on va commencer par la piste amyloïde, qui est une des principales ou des peut-être plus anciennes pistes thérapeutiques et plus abouties, en particulier pour vous parler des dernières avancées sur l'aducanumab, ce traitement produit par Biogen en collaboration également avec Eisai, qui a obtenu récemment, en début juin, donc de façon tout à fait récente, une mise sur le marché accélérée par l'Agence du médicament américaine. Alors, c'est un long développement de ce produit qui est un anticorps monoclonal qui mobilise ou qui modifie l'amyloïde. De nombreuses études qui avaient progressivement montré que cette thérapeutique atteignait la cible, en particulier les plaques amyloïdes, avec dès le départ des publications un effet assez important sur ces plaques amyloïdes qui sont un des marqueurs de la maladie d'Alzheimer, en particulier en utilisant les fortes doses de ce traitement. Et plus récemment, les résultats des études de phase 3, dont l'une est positive, ce qui a amené aussi la FDA, donc l'Agence du médicament
américain à donner cet accord de mise sur le marché accéléré, moyennant le fait qu'il y ait une étude de phase 4, c'est-à-dire encore beaucoup de recherche et d'investigation sur une très large population pendant plusieurs années, une possibilité d'étude pendant presque encore 8 ans, pour mieux définir l'impact clinique de ce traitement. Mais en tout cas, des résultats sur la cible amyloïde qui ont été confirmés avec ces 2 études de phase 3 sur une très large population sur 78 semaines qui avaient mis en évidence un effet avec les fortes doses de traitement sur la réduction des plaques amyloïdes qui sont observables par de l'imagerie spécialisée. Un impact aussi sur les autres marqueurs, pas uniquement l'amyloïde, mais aussi des marqueurs qu'on peut mesurer dans le liquide céphalorachidien, la tau et la phospho-tau. Là aussi, un impact en particulier sur l'étude émerge sur la concentration, le niveau de tau et de phospho-tau dans le liquide céphalorachidien. Donc non seulement ça atteint la cible amyloïde au niveau des plaques, mais également un effet sur un sous-groupe, un sous-échantillon des patients inclus dans cette étude sur les autres marqueurs spécialisés ou spécifiques de la maladie d'Alzheimer. Également un impact sur les dégénérescences ou les dégénérescences neurofibrillaires qui peuvent être également mesurées par l'imagerie et en particulier un impact également aux fortes doses sur des zones très particulières qui sont en lien avec les zones de la mémoire et du langage, donc potentiellement un impact également sur l'aspect thérapeutique, sur l'aspect clinique de cette thérapeutique. L'impact clinique avait été mesuré sur le critère principal par des échelles cognitives comme la CDR Sum of Boxes, le MMS, ou des échelles plus globales telles que la DASCOG, et des échelles également fonctionnelles avec de manière significative un résultat positif et une réduction, une amélioration en tout cas des scores cognitifs et des scores fonctionnels aux fortes doses entre les patients qui prenaient le traitement et les patients qui étaient sous placebo. Ces résultats sont statistiquement significatifs. Après, peut se poser la question de la pertinence clinique de gains de points sur des échelles telles que la CDR Sum of Boxes ou le MMS. Est-ce que gagner 0,6 au niveau du score de MMS est vraiment cliniquement impactant? C'est ce que va pouvoir déterminer les études de phase 4 sur des plus longues périodes et également un nombre encore plus important de patients. Donc, beaucoup d'espoir par rapport à cette thérapeutique sur l'aducanumab et éventuellement une mise sur le marché potentielle aussi en Europe et une autorisation accélérée peut-être en France qui va être discutée au cours des prochains mois. Et ces résultats positifs surviennent également dans un contexte où d'autres traitements qui ciblent l'amyloïde, dont le BAN, une autre molécule d'anticorps monoclonal, qui a montré également, là, sur des études de phase 2B, donc un peu plus précoce que la phase 3, quand même sur 800 patients, 18 mois de traitement, également un effet sur la cible amyloïde, une réduction de 93% de la charge amyloïde mesurable à l'imagerie, également pour les fortes doses de traitement, et un impact, une différence à la fois sur des échelles fonctionnelles, d'activité fonctionnelle, et sur des échelles cognitives avec une différence quand même de l'ordre de 47% entre les patients qui sont sous traitement et les patients sous placebo.
Cela survient également dans le cadre d'une avancée de ces traitements sur le BAN, en particulier sur des patients encore plus précoces et pas seulement au stade, on va dire, léger à modéré de la pathologie, mais sur des formes encore plus précoces de patients. Et on aura prochainement donc les résultats, enfin d'ici quand même de 2023-24, sur cette phase 3 qui va se poursuivre sur ces bons résultats du BAN 2401. Alors également un contexte tout à fait favorable avec une autre thérapeutique qu'on appelle le donanemab, également un anticorps monoclonal qui fait déjà les gros titres du laboratoire Lilly. Un nouvel espoir sur ce traitement avec également des résultats positifs sur l'étude de phase 2. On retrouve un impact sur les plaques amyloïdes, également un impact sur des changements au niveau des échelles fonctionnelles, et on retrouve un petit peu les mêmes types d'effets, c'est-à-dire environ 23-30%, 40% d'effets au niveau fonctionnel et 23% d'effets potentiellement cognitifs. Donc, on va dire au moins 3 thérapeutiques anti-amyloïdes avec des niveaux différents d'évolution sur les stades d'essais thérapeutiques, mais des résultats qui sont cohérents, une atteinte sur la cible amyloïde et un début d'effet au niveau clinique, cognitif, et surtout peut-être de manière plus marquée sur l'aspect d'activité fonctionnelle, ce qui est très important cliniquement pour les patients. Alors, comme je vous le disais sur le BAN qui va être mis en phase 3, on voit aussi que les essais thérapeutiques se feront à des stades de plus en plus précoces de la maladie, en particulier pour ces traitements ciblés et peut-être encore plus pour cette cible amyloïde. Et aux États-Unis, que ce soit sur d'autres pistes thérapeutiques comme le gantenerumab, on voit une avancée sur des phases très très précoces de la pathologie, c'est-à-dire même des personnes qui n'ont pas de signes cliniques, qui peuvent avoir une inquiétude de développer la pathologie, qui ont bien évidemment déjà l'amyloïde au niveau cérébral pour qu'on puisse voir si le traitement a un effet au niveau des plaques, mais qui n'ont pas forcément déjà les difficultés de mémoire importantes et pas de retentissement au quotidien sur leurs activités. Donc, on voit progressivement l'ensemble de ces traitements qui vont aller de plus en plus tôt sur des patients qu'il faudra identifier, des patients dits à risque de développer la maladie d'Alzheimer parce qu'ils présentent déjà des lésions amyloïdes au niveau intracérébral, et on aura donc progressivement, c'est des études qui sont seulement en train de se monter, donc ce sera que dans quelques années qu'on pourra avoir les résultats de l'impact de ces traitements sur des formes très très précoces de la pathologie. Mais on voit que la population cible évolue aussi avec de nombreux traitements qui sont en train d'être développés sur les formes génétiques grâce à un grand consortium international, DIAN-TU. Également sur des patients à risque, mais là, pas forcément parce qu'ils présentent de l'amyloïde, mais parce qu'ils ont une susceptibilité génétique, en particulier les ApoE4. On en avait déjà parlé au cours de séminaires, et puis il y aura d'autres séminaires spécifiquement sur également la génétique. Mais ces facteurs ApoE4 augmentent le risque de développer cette pathologie. Et il y a des laboratoires comme le laboratoire Alzéon qui teste un traitement qui avait déjà été testé sur des formes plus avancées de maladie, le tramiprosate. Ce tramiprosate avait montré un effet qui n'était pas forcément positif, en tout cas il n'y avait pas eu de différence significative sur les patients à un stade plus avancé de la maladie, mais quand ils ont analysé les formes précoces et en particulier
les formes sur l'ApoE4, ils se sont rendus compte qu'il y avait des résultats tout à fait intéressants. Et donc, ils se lancent sur le traitement, sur un nouvel essai thérapeutique que nous avons à voir en France, Apollon E4, qui en fait est une étude qui vise à intégrer ces personnes ApoE4, ces patients à des stades très 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 précoces de la pathologie, pour tester l'effet du tramiprosate sur ces patients, en particulier sur la cognition. Dans ce cadre-là, on voit que l'avancée vers les formes très précoces ouvre aussi un impact sur ces aspects de prévention. On en a déjà parlé, mais vous le savez, les lésions amyloïdes sont présentes de nombreuses années avant l'apparition de la maladie clinique. Et donc, ça laisse la possibilité d'agir sur cette fenêtre de prévention, tout en essayant donc de déterminer les personnes qui ont de l'amyloïde au niveau cérébral, mais la difficulté, c'est de savoir ceux qui vont vraiment cliniquement développer la maladie d'Alzheimer. Et donc, tout ce champ de prévention est vraiment de plus en plus ouvert avec des nouvelles cibles potentielles. Et sur ces cibles de population, que ce soit sur l'ApoE4, le statut amyloïde ou l'aspect de plainte de mémoire ou d'histoire familiale, de nombreuses possibilités aussi d'axes de prévention ciblés, alors là, ciblés sur la population, sur ces types de populations à risque, peuvent être mis en place. L'ensemble de ces interventions nécessite encore d'être pleinement validées, mais c'est aussi une piste tout à fait intéressante d'intégration potentielle de ces champs de prévention, en plus peut-être de traitements pharmaceutiques plus ciblés. Et puis, ce qui est une nouvelle stratégie aussi thérapeutique est en train de s'ouvrir, à la fois sur les populations cibles à risque, c'est l'ouverture sur ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire l'analyse de l'ensemble des facteurs plus environnementaux, bien sûr qui intègrent l'aspect d'habitude de vie, des facteurs de style de vie, mais également d'autres éléments tout à fait intéressants sur la densité de population, le bruit, la température. Donc, de nombreuses études qui sont en cours, qui émanent bien sûr des données épidémiologiques qui nous permettent de dire que tel facteur peut-être augmente le risque de développer une démence et en particulier une maladie d'Alzheimer. Donc, des études en cours d'intervention visant à mieux comprendre si en modifiant un facteur, on diminue aussi le risque et la survenue de ce type de pathologie, puisque vous le savez, l'individu s'intègre dans un environnement beaucoup plus large, bien évidemment en tenant compte des aspects d'environnement de travail, d'environnement de vie, au-delà de simplement des facteurs purement individuels. Et il y a des travaux qui sont en cours, en particulier sur des aspects, comme je vous disais, d'exposome, mais en particulier sur des éléments, on va dire, socio-économiques ou des éléments liés à l'environnement social d'un individu. Dont on sait que le fait, par exemple, d'habiter dans des quartiers en déprivation sociale avec certains critères augmente le risque de présenter une démence et en particulier une maladie d'Alzheimer. Et cela est particulièrement vrai chez les femmes. Cela semble en particulier, mais ça c'est un seul des facteurs qui ressort, c'est la mobilité. Donc, vous le voyez, il y a des travaux en cours sur des choses très ciblées, sur des populations aussi très ciblées à risque. Parmi ces populations à risque, vous retrouvez bien sûr l'amyloïde, vous retrouvez bien sûr les facteurs de susceptibilité génétique, mais de plus en plus, on cible aussi de nouvelles stratégies thérapeutiques sur des populations qui ont finalement des facteurs de risque plus en lien avec le niveau socioculturel, l'aspect socio-économique et la déprivation, on va dire, sociétale de manière plus globale.
Et puis, on aura certainement le temps d'en reparler sur un séminaire encore plus détaillé, mais l'axe du microbiote est également au sein de nombreuses stratégies thérapeutiques qui ciblent bien évidemment d'autres facteurs que l'amyloïde. Ça peut cibler l'amyloïde, mais ça cible aussi la neuroinflammation qu'on peut retrouver dans le cadre de la maladie d'Alzheimer et puis les aspects potentiellement vasculaires. Et il y a de nombreux travaux qui montrent la pertinence de travailler à mieux comprendre les profils de microbiote chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer qui présentent en fait des modifications de leur microbiote par rapport au sujet contrôle. Donc ça pourrait à la fois être intéressant pour le diagnostic et intéressant en termes de stratégie thérapeutique visant à remplacer le microbiote de la personne atteinte de maladie d'Alzheimer par un microbiote, on va dire, sain ou n'induisant pas de modifications de type Alzheimer. Donc vraiment un intérêt assez global sur ces avancées thérapeutiques, sur des traitements ciblés, que ce soit l'amyloïde, mais également l'inflammation, le vasculaire, une population aussi ciblée qui commence à mieux être définie. Vous l'avez vu, on peut également potentiellement, et ce sera l'objet de nouvelles études encore associées, des thérapies ciblées et de la prévention plus multimodale. Je pense qu'il est important que vous soyez aussi au courant qu'il y a la possibilité de participer à ces essais thérapeutiques au sein des centres mémoire. Et cela se fait bien évidemment dans le cadre d'un diagnostic. Et vous l'avez vu, d'un diagnostic qui devra se faire de plus en plus précocement pour pouvoir aussi bénéficier potentiellement de ces stratégies thérapeutiques. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Donc, je suis Magali Dumont, déléguée scientifique à la Fondation Alzheimer et je serai ce soir votre porte-parole. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et je les transmettrai à nos experts. Merci beaucoup Audrey pour cette présentation. C'était particulièrement éclairant dans la mesure où tu nous as montré que les cibles concernées par les traitements étaient multiples et qu'on pouvait du coup aborder le problème sous des angles très différents. Nous avons deux questions en lien avec la recherche aujourd'hui. Existe-t-il des travaux de recherche en France sur la réactivation de la microglie pour nettoyer le cerveau et donc potentiellement prévenir le déclin cognitif ? Oui, tout à fait. Alors, ce champ de la microglie touche aussi d'autres pathologies neurodégénératives et neurologiques. Il y a en effet des équipes qui sont particulièrement impliquées sur ces aspects de réactivation et en particulier avec des techniques d'imagerie qui permettent de mesurer cette activation microgliale au niveau des profils de patients différents entre ceux qui sont amyloïdes ou en tout cas ceux qui sont Alzheimer par rapport au sujet contrôle. Donc oui, c'est une piste aussi tout à fait intéressante qui est en cours en fait plutôt de développement aussi sur l'aspect diagnostic. D'accord. Et les pistes sont prometteuses. Est-ce qu'il existe déjà des résultats qui montrent que c'est bénéfique ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas de résultats montrant que c'est vraiment bénéfique, mais en tout cas, les résultats sont tout à fait prometteurs. Alors, en fait, par rapport à des stratégies thérapeutiques, on attend toujours des avancées sur des phases assez avancées sur les essais thérapeutiques, par exemple au moins des phases 2, voire des phases 3, pour qu'on puisse avoir vraiment une pertinence des résultats d'un point de vue clinique, parce que on le sait, parfois on a des résultats tout à fait prometteurs sur les premières phases de traitement et ça ne se vérifie pas après sur les autres phases. Donc on reste assez prudent, même si en effet cette piste-là est tout à fait prometteuse. Merci beaucoup Audrey. Une deuxième question. Une personne se pose la question des avancées sur le protocole AMBAR, ce qui signifie Alzheimer Management by Albumin Replacement. Où est-ce qu'on en est par rapport à cette stratégie-là ?
Oui, alors c'est une stratégie qui au départ, avait, peut-être été un tout petit peu, négligée et qui par rapport justement aux autres, axes thérapeutiques, en particulier l'amyloïde ou la tau qui étaient, plutôt voilà, des grandes cibles, thérapeutiques, avait été un peu, mise de manière, secondaire. Sauf que, les résultats sont tout à fait, encourageants, voire assez, spectaculaires, sur, des traitements, enfin sur les traitements donc de remplacement par l'albumine, et se pose la question, en attendant leur vérification sur des plus larges études, d'essayer ces thérapeutiques, d'un point de vue, clinique. Et donc il y a des discussions en ce moment, sur la possibilité, d'essayer sur certains patients, ciblés, on va dire, ou en tout cas, bien caractérisés, ce type de traitement, puisque c'est des choses qui sont par ailleurs faites, dans d'autres pathologies dont on connaît la technique, qui, sont relativement peu coûteuses, et donc de pouvoir, tester ça de manière, clinique, peut-être même avant, on va dire, les résultats, sur des très larges études. D'accord, Audrey. Une petite question qui me vient. On a parlé en fait de stratégies qui sont principalement mono-cibles. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une stratégie multi-cible où on va pouvoir prévoir en fait ce qu'on peut appeler des cocktails de traitement pour aller toucher plusieurs points et faire en sorte que l'efficacité soit plus synergique? Alors, ce sera certainement les prochains designs d'essais thérapeutiques. En tout cas, la FDA a monté un groupe de travail spécifiquement sur ces approches de bithérapie. Alors, ce ne sera pas peut-être l'amyloïde sur la tau, mais ça pourra potentiellement être des axes de prévention multimodale en plus d'une thérapie ciblée. Mais ça nécessite une méthodologie particulière, et donc c'est pas forcément simple en termes de modélisation et de montage d'essais thérapeutiques. Et puis après, si on part sur un traitement ciblé associé à une prévention multimodale, et que ça montre une efficacité, il faut aussi être en mesure de pouvoir implémenter cette prévention multimodale pour l'ensemble des personnes. Et donc, autant le remboursement, entre guillemets, d'un produit pharmaceutique est relativement bien connu en termes de circuits, on va dire, réglementaires et financiers, autant si on doit associer l'activité physique, la nutrition, la gestion du sommeil, il faudra le modéliser et mettre en place un aspect on va dire, humain, qui est beaucoup plus difficile à financer ou en tout cas à mettre en place d'un point de vue clinique. Donc, c'est aussi la difficulté après, si ces résultats sont positifs, de mise en place de protocoles harmonisés sur l'ensemble en fait, du territoire. C'est intéressant de savoir qu'aucune stratégie n'est écartée pour avancer sur les traitements. Merci beaucoup, Audrey. Je vais désormais passer la parole à Olivier, qui va nous parler des traitements médicamenteux qui sont actuellement utilisés chez les patients. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être là. Donc moi, je suis professeur Olivier Hanon, je travaille à Paris et on va parler des thérapeutiques existantes. Alors, on dit toujours qu'il n'y a pas de traitement pour traiter la maladie d'Alzheimer. En fait, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle des traitements symptomatiques et qui font quand même mieux que s'il n'y avait rien du tout. Alors, idéalement, vous voyez, là, vous avez une courbe où on a la baisse des fonctions cognitives. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est mettre en place le traitement. Le trait est rouge. Vous voyez, il y a les fonctions cognitives s'altèrent et puis on trouve un traitement qui normalise, qui stoppe et il n'y a plus de déclin. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas ces traitements-là. Et on a plutôt des traitements qui ressemblent à la courbe noire, c'est-à-dire que ça va ralentir un petit peu, mais de façon très modeste, on va voir, mais on n'est pas capable de stopper le processus.
Alors, sur les médicaments symptomatiques, on dispose actuellement de 2 classes médicamenteuses qui sont des médicaments qui vont avoir un effet sur les neurotransmetteurs. Premier neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine. Hein, donc, plus on a d'acétylcholine dans le cerveau, mieux c'est pour les neurones. Et donc, on a des médicaments qu'on appelle des anticholinésterasiques qui empêchent la destruction de l'acétylcholine. Donc, si l'acétylcholine n'est pas détruite, ben, il en reste plus au niveau des neuronales, avec 3 molécules qui existent. Et puis, on a un deuxième neurotransmetteur sur lequel il y a des molécules actives, c'est le glutamate. Ces médicaments donc, vont réduire l'activité du glutamate qui, schématiquement, fait rentrer le calcium dans la cellule en se fixant sur des récepteurs qu'on appelle NMDA. Et cette entrée de calcium va détruire le neurone. Donc, réduction de cette cytotoxicité neuronale. Donc, sur le plan physiologique, c'est des traitements qui peuvent apparaître très intéressants. Et on voit les études, vous voyez exactement la courbe que je vous ai montrée au début. Hein, quand on a à gauche du placebo, la courbe décline, hein, les fonctions mnésiques s'altèrent. Et puis quand on prend le médicament, vous voyez qu'il y a une pente qui est moindre, mais ça continue à s'altérer. C'est la même chose pour la courbe de droite. Vous avez un déclin, mais un peu moins rapide que quand on a du placebo. Quand on regarde, alors là, j'ai mis pas mal de courbes, de schémas comme ça. C'est pas très compliqué pour comprendre. Hein. Il faut regarder le carré que le plus en bas, voir s'il est du côté du traitement ou du côté du placebo. Et si c'est du côté du traitement, on regarde ce que j'ai entouré, le nombre de points. Et on voit que là, il y a plusieurs études. Alors, chaque point, c'est une étude. Et le point du bas, c'est la somme de toutes ces études. On voit qu'ici, c'est 12 mois de traitement sur un test de mémoire et que globalement, à la fin, on a gagné 1 point sur ce test. Donc, vous voyez que c'est mieux avec le traitement, mais toute la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire cliniquement gagner 1 point sur un test de mémoire. Alors, on a plusieurs études. Hein. Ça, c'est une première méta-analyse. Là, il y a une grande revue qui s'appelle la revue Cochrane, hein, qui reprend toutes ces études. Et à chaque fois, là, c'est que des tests de mémoire. Vous voyez, je vous ai écrit hein, amélioration modeste, puisque à chaque fois, on gagne en moyenne 2 points. Vous voyez qu'ici, c'est des tests sur la qualité de vie, les activités de la vie quotidienne. Et là encore, on est autour de gains sur 2 points sur des échelles qui peuvent aller jusqu'à 60 points, vous voyez. Sur les troubles du comportement, là encore, on a un bénéfice autour de 1 à 2 points sur les troubles du comportement. Alors, c'est toujours mieux que le placebo, hein, ça fait toujours mieux que du placebo, mais l'effet reste malheureusement modeste. Alors, vous voyez, ça, c'est une étude qui avait été publiée dans le New England, où c'est des gens qui recevaient les traitements, et puis on avait arrêté les traitements, ou on les avait poursuivis. On tire au sort. Donc, les gens chez qui on arrête et à qui on donne du placebo sont en bas, et vous voyez que le score de mémoire s'altère plus que ceux qui sont au-dessus, chez qui on a poursuivi le traitement, où il y a toujours un déclin, c'est ça le problème, mais il est toujours moindre que ceux qui ont reçu que du placebo. Donc, toutes ces études vont dans le même sens. Il y a un effet, mais il est modeste. Et c'est là toute la question, quelle est la pertinence clinique pour les patients de façon individuelle. Alors, quand on essaie de regarder d'autres critères que des échelles sur des points sur des échelles de mémoire, un élément qui est majeur, hein, c'est l'entrée en EHPAD, en institution. Et donc, toujours dans la même étude que tout à l'heure, on regardait chez des gens chez qui soit on arrête ces médicaments, soit on les poursuit. Et vous voyez que globalement, il y a un peu moins d'entrée en EHPAD quand on a eu le traitement par rapport au placebo. Mais en fait, il faut relativiser puisque j'ai mis la première flèche à 12 mois. À 12 mois, il y a une différence entre les 2 bras. Il y a moins d'entrée en EHPAD chez les gens qui ont poursuivi ces médicaments par rapport à ceux qui les ont arrêtés. Donc ça, c'est un vrai résultat à 1 an. Mais vous voyez qu'à 3 ans, les 2 courbes se rejoignent et là, il n'y a plus de différence. Donc, vous voyez que les résultats sont toujours sont pas francs. Il y a un bénéfice à 1 an, mais il n'y a plus de bénéfice à 3 ans.
Après, un bénéfice à 1 an, moins d'entrée en EHPAD à 1 an, c'est quand même quelque chose qui est important. Alors, avec tous ces résultats, la Haute Autorité de Santé a revu tous ces résultats. Ils sont positifs, mais la question, c'est que est-ce que la pertinence clinique et notamment le remboursement, et vous voyez là, la phrase de la HAS, le service médical rendu par ces médicaments reste insuffisant pour justifier leur prise en charge par la solidarité nationale. Donc en fait, ils existent, mais ils ne sont plus remboursés par la sécurité sociale. Alors, ça peut poser question, soit il peut y avoir un accès aux soins un peu différent en fonction qu'on peut se les payer ou pas, soit on se dit de toute façon, gagner quelques points sur une échelle, ça n'a pas de bénéfice et on ne les prend pas. Mais vous voyez qu'ils conservent l'autorisation de mise sur le marché et donc ils peuvent être prescrits. Donc le médecin peut vous les proposer. Après, ils ne seront pas remboursés par la sécurité sociale. Alors, la Haute Autorité de Santé dit aussi qu'il faut regarder le rapport bénéfice-risque. Effectivement, s'il y a des effets secondaires, alors là, il ne faut pas poursuivre ces traitements. Et les effets secondaires, je les ai entourés, c'est essentiellement des troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, des fois perte de poids, au pire céphalée, hallucination. Et là, effectivement, il faut arrêter le traitement qui sera plus dangereux que bénéfique. Et donc, c'est le médecin qui doit surveiller ce rapport entre le bénéfice et le risque. Alors, on sait qu'il y a des traitements qui ne marchent pas. Vous voyez, les antioxydants comme la vitamine E, la sélégiline, le ginkgo biloba, les anti-inflammatoires, les traitements hormonaux comme les oestrogènes, la DHEA, les statines qui marchent bien dans le cardiovasculaire, mais qui ne marchent pas pour prévenir la maladie d'Alzheimer, les oméga 3. Donc, tous ces traitements, vous voyez, la Haute Autorité de Santé dit ça n'a pas d'intérêt en cas de maladie d'Alzheimer. Alors, après, en plus de ces traitements donc, symptomatiques de la maladie d'Alzheimer, il y a d'autres traitements symptomatiques et il y a des traitements qui sont très utiles, qui sont les antidépresseurs. Parce qu'effectivement, ces médicaments sont indiqués en cas de dépression et la dépression est fréquente en cas de maladie d'Alzheimer. Et puis ces médicaments, vous voyez, sont aussi indiqués, selon la Haute Autorité de Santé, dans les troubles du comportement, l'agitation, la désinhibition, l'anxiété, l'irritabilité. Donc nos patients, en fait, vont souvent avoir besoin de ces médicaments. Je vous en ai mis quelques noms en dessous. Et donc ces médicaments peuvent même être utilisés sur une durée de traitement un peu prolongée. Il n'y a pas d'effet néfaste de ces médicaments qui sont les antidépresseurs. Et vous voyez, je vous ai remis toujours les mêmes diagrammes. Quand on voit le bénéfice, eh bien, on voit dans toutes ces études que les antidépresseurs réduisent les symptômes dépressifs, ce sont des antidépresseurs, mais vont aussi avoir d'autres effets sur la maladie d'Alzheimer. Alors toujours des effets modestes sur ces échelles de score, mais là, vous voyez, c'est les troubles du comportement qui sont réduits. Donc, vous voyez que devant les troubles du comportement, on peut aussi avoir recours aux antidépresseurs. L'agitation est aussi réduite, vous voyez là sur le diagramme, mais c'est encore un effet modeste. Donc, pour tous ces médicaments, on a des effets, mais qui sont malheureusement modestes pour les patients. Quelque chose qui est intéressant, c'est le fardeau de l'aidant. On interroge les aidants chez des patients qui ont des antidépresseurs ou qui n'ont pas d'antidépresseurs, et les aidants ressentent moins de fardeau quand le patient prend un antidépresseur. Troisième classe de médicaments, ce sont ce qu'on appelle les anxiolytiques, les sédatifs. Et là, vous voyez que les recommandations de la Haute Autorité nous disent que ces traitements peuvent être envisagés, mais pas au long cours. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, les antidépresseurs peuvent être éventuellement proposés sur du plus long cours. Eh bien, pas les anxiolytiques, parce qu'il peut y avoir là des effets secondaires, comme des chutes, par exemple. La première cause de chute, ce sont par exemple les benzodiazépines chez les personnes âgées. Donc, vous voyez que sur une période aiguë, on peut proposer ces traitements, mais qu'en cas d'anxiété chronique, ces médicaments ne doivent pas être prescrits au long cours et c'est plutôt les antidépresseurs qui sont préconisés. Et puis, des fois, les patients ont des troubles du sommeil. Pareil, on peut proposer des hypnotiques, mais on va préférer certains hypnotiques. Ça, c'est le médecin qui saura, avec une durée d'action courte. Je vous ai mis les traitements en dessous. Mais on va éviter aussi les traitements prolongés. Alors, pourquoi on n'aime pas les benzodiazépines sur le long cours? Je vous ai dit que ça peut provoquer des chutes, principale complication.
mais il y a même quelques études observationnelles qui suggèrent que ça pourrait, sur le long terme, aggraver les troubles cognitifs. Vous voyez, dans ces données de méta-analyse d'études observationnelles, il y a quand même près de 170 000 personnes qui ont un suivi prolongé. Il y a une augmentation de 50% du risque de troubles de la mémoire quand on prend ces médicaments au long cours, surtout quand on prend, vous voyez, plus de 3 ans de traitement et des benzodiazépines qui ont une demi-vie longue, et c'est pour ça qu'on préfère ceux qui vont avoir des demi-vies courtes. Dernière classe de médicaments, qui sont des médicaments qu'on utilise de façon plus parcimonieuse, parce que ce sont des médicaments qui ont vraiment des effets secondaires importants, mais qui sont très efficaces en cas de troubles du comportement. Alors, vous voyez, leur indication, les neuroleptiques, selon la Haute Autorité de Santé, peuvent être proposés en cas de troubles du comportement sévère. Sévère, ça veut dire qu'ils mettent en danger le patient ou son entourage. Un patient qui est très agité, qui peut frapper, qui peut être dangereux pour lui-même. Alors, je vous ai mis certains médicaments neuroleptiques. Ces médicaments-là, toujours dans les études, ont des effets, surtout sur du court terme. Vous voyez, 12 semaines, l'effet sur du long cours est moins démontré sur les troubles du comportement. Mais ils ont des effets secondaires. Ils ont des effets secondaires. Vous voyez qu'il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des troubles de la marche, il peut y avoir des infections urinaires, et il peut y avoir même des accidents vasculaires cérébraux. Donc, ce sont des médicaments qui ont potentiellement, et puis la somnolence bien sûr, donc des effets secondaires graves, parce que l'accident vasculaire cérébral, c'est une complication majeure. Donc, on va favoriser toujours le court terme en cas d'agitation, de troubles du comportement sévère, et puis ensuite, on va arrêter ces traitements. Et vous voyez que les recommandations de la haute autorité, la prescription de neuroleptiques doit être sur courte durée, avec la dose la plus faible possible, dose minimale efficace. Et surtout, ça doit être réévalué. Tous les 15 jours, ou même avant, on doit réévaluer pour savoir si on prolonge ou pas le traitement, parce que je vous ai dit, il y a des risques d'effets secondaires, la somnolence, les chutes, les troubles de la marche, les accidents vasculaires cérébraux. Donc, il ne faut pas utiliser ces médicaments schématiquement, normalement, pas plus de 12 semaines. Il faut essayer vraiment d'éviter la prescription au long cours, et au long cours, plutôt de favoriser les antidépresseurs. Alors, il reste quelques traitements qu'on propose souvent à nos patients atteints de maladie d'Alzheimer. La vitamine D. Alors, la vitamine D ne va pas avoir d'effet sur la mémoire, mais la carence en vitamine D est fréquente chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et on sait que quand on va donner de la vitamine D à quelqu'un qui en manque, eh bien, on va solidifier ses os, on réduit le risque de fracture osseuse, et puis on va aussi améliorer sa masse musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie, qui est la perte de masse musculaire, qui est fréquente chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Et quand on n'a plus de muscles, on risque de tomber. Et donc, avec la vitamine D, on peut réduire le risque de chute quand on donne à des patients en carence. Donc, vous voyez qu'on va éviter des effets secondaires parce que malheureusement, la chute est une complication qui est fréquente chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et puis, la dénutrition est aussi quelque chose de fréquent chez les patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer. La dénutrition, c'est une perte de poids de plus de 5% en un mois ou de plus de 10% en 6 mois. Et puis, on peut aussi détecter la dénutrition en faisant un dosage, une prise de sang, on dose l'albumine, et si elle est inférieure à 35, il y a une dénutrition. Et on sait que en faisant à la fois des conseils diététiques, une alimentation riche, enrichie, et on peut rajouter des compléments nutritionnels oraux, ce sont des compléments hypercaloriques, hyperprotidiques, qui vont réduire les complications liées à la dénutrition. Dernière chose, il y a quelques médicaments qu'il faut éviter. C'est les médicaments qui enlèvent l'acétylcholine, puisque j'avais dit qu'il fallait garder l'acétylcholine. Et donc, vous voyez, j'en ai mis 3 qu'il faut vraiment éviter en cas de maladie d'Alzheimer. Et donc, pour conclure, vous voyez qu'effectivement, malheureusement, il n'y a pas de traitement curatif, on n'a pas de traitement capable de guérir, de stopper la maladie, mais on a des traitements symptomatiques qui ont certes des effets modestes, mais qui ont plus d'effets que simplement du placebo, et qu'il faut mettre en place un vrai plan de soins chez nos patients atteints de maladie d'Alzheimer, précocement, associant le médecin généraliste, le spécialiste, le gériatre, le neurologue ou le psychiatre, et les centres de mémoire, de ressources et de recherche. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. C'est un vaste champ, les traitements médicamenteux, et on se rend compte qu'une bonne partie, finalement, est dédiée aux troubles du comportement, ce qui est à la fois
une bonne chose et en même temps, ça nous montre que, en ce qui concerne les traitements pour la mémoire, il y a encore énormément de choses qui sont à améliorer. Une question, Olivier, à laquelle tu as plus ou moins répondu, enfin, tu as répondu, disons, concernait l'utilité du Serestat dans la prise en charge de la maladie. Et effectivement, tu nous as indiqué que c'était un médicament pour diminuer l'anxiété. Est-ce que tu peux en dire plus par rapport à la prescription de ce médicament en particulier? Alors oui, le CRSA, c'est une benzodiazépine qui est un anxiolytique et qui peut donc réduire l'anxiété, un petit peu les troubles du comportement quand ils ne sont pas trop sévères. Le Serestat est plutôt une benzodiazépine qui a une courte durée d'action, donc on aime bien l'utiliser parce que justement, il ne fait pas partie de ceux qui sont avec le plus d'effets secondaires, qui ont une longue durée d'action. Donc c'est plutôt une bonne benzodiazépine. Et puis 10 mg, c'est une petite dose, on peut monter jusqu'à 10, 20, 30, des fois même 60. Donc c'est une petite dose qui est adaptée, qui a très peu d'effets secondaires et qui peut être utile. Une question, une personne s'interroge par rapport au fait que le ginkgo ne soit pas recommandé, alors qu'on sait que potentiellement ça peut avoir, disons, des effets positifs sur la santé. Est-ce que tu peux commenter sur la non-recommandation de cette molécule en particulier? En fait, il y a eu des études. Je vous ai montré plein d'études avec les médicaments qui ont un effet. Il y a eu les mêmes études qui ont été faites avec le ginkgo biloba. Et là, il n'y avait pas du tout, même pas 1 ou 2 points comme je vous ai montré. Là, il y avait 0 effet par rapport à du placebo. Donc, sur la partie mémoire, le ginkgo biloba n'a pas montré son efficacité. Et c'est pour ça qu'il n'a même pas d'autorisation de mise sur le marché dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Il n'est pas indiqué. Parce que les études qui ont été faites ont malheureusement été négatives. C'est très clair. Ce qui n'empêche pas finalement entre guillemets, d'utiliser en complément alimentaire pour sa santé globale, mais effectivement en se disant que ça n'aura pas d'effet sur les symptômes. En tout cas, pas chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Alors, les études en prévention, il y en a eu quelques-unes, elles ont aussi été négatives, avec des sous-analyses qui n'étaient pas loin d'être positives, mais c'était négatif. Donc, même en prévention, les études qui ont été menées, la difficulté de la prévention, c'est que ces études de prévention se font sur 2-3 ans. Peut-être qu'il faut 10 ans de prévention. Oui. Il n'y a pas d'études. On ne peut pas faire une étude, un placebo pendant 10 ans, un groupe et un traitement. Donc, on n'a pas ces données sur 10 ans de ginkgo, mais en tout cas, sur entre 3 et 5 ans, les études ont été négatives. J'ai une question de curiosité, Olivier, parce que du coup, tu nous as présenté des médicaments qui ne sont pas, qui ne répondent pas totalement aux attentes des patients et des médecins quant à l'amélioration de la mémoire. Est-ce qu'on sait du coup le nombre de patients Alzheimer qui ne reçoivent pas de traitement versus le nombre de patients traités? Parce qu'on peut du coup se poser la question, est-ce que le traitement est nécessaire? Alors, ça a été très lié au remboursement, c'est-à-dire que quand ces médicaments, à un moment, ils étaient remboursés. Il faut savoir que dans la plupart des pays du monde, ils sont remboursés. La France fait partie d'une exception du non-remboursement de ces médicaments, mais la plupart des pays remboursent ces médicaments-là. Donc, quand ils étaient remboursés, la plupart des patients prenaient ces médicaments. Et depuis que ces médicaments ne sont plus remboursés, on va dire qu'il y a un patient sur 2, un patient sur 3 qui prend ce traitement. Mais c'est vrai que ça fait un coût supplémentaire. Et puis ce qu'on voit, c'est que ces traitements qui étaient des fois sont prescrits au début, et puis à un moment, quand la maladie a malheureusement un peu trop avancé, là, ils vont être arrêtés. Et donc, il y a réellement un impact fort du remboursement, ce qui est totalement évident quand on y réfléchit. Une dernière question, Olivier. Tu nous as expliqué qu'en fait, il y avait plusieurs médicaments qui agissaient sur l'acétylcholine. Est-ce qu'il existe des différences entre ces médicaments? Est-ce qu'on les prescrit indépendamment les uns des autres ou est-ce qu'il y a des particularités? Non, il n'y a pas de différence sur l'efficacité. Il peut y avoir des différences de tolérance. Des fois, on peut, parce que malheureusement, je l'ai encadré, il peut y avoir des troubles digestifs, des nausées, des diarrhées.
et donc on ne peut pas continuer ces traitements sur du long cours. Et donc, il y a des fois, on peut faire un effet secondaire avec tel traitement et pas avec l'autre. Donc, et puis, les posologies peuvent être différentes. Les modes d'administration, il y a par exemple un des médicaments qui se met en patch. Donc, en patch, il y a moins de passages digestifs, donc moins de troubles digestifs, par exemple. Donc, il n'y a pas, sur l'efficacité, pas de différence, c'est sur la tolérance qu'on va pouvoir avoir une différence. Ok. C'est très très clair. Une personne, avant qu'on passe à la présentation suivante, une personne nous demande si on peut repasser la diapositive sur les médicaments à éviter quand on est atteint de la maladie. Si on peut juste le remettre quelques secondes. Alors de toute façon, je dois dire que le replay sera disponible très très prochainement. Donc vous aurez la possibilité de pouvoir revoir et réentendre la séance de ce soir. Ça, c'est des médicaments pour lesquels il existe d'autres alternatives. Donc on peut prendre, si on n'a pas une maladie d'Alzheimer, moi je pourrais prendre ça par exemple, mais par contre si on a une maladie d'Alzheimer, on veut garder de l'acétylcholine au niveau intracérébral. Donc ça, c'est des médicaments qui peuvent empêcher l'acétylcholine d'agir. Donc on va plutôt proposer d'autres médicaments, puisque à la fois, là c'est justement pour l'anxiété, le deuxième c'est pour les problèmes urinaires, il y a d'autres médicaments qu'on peut proposer. Et le troisième, c'est aussi un sédatif pour lequel il y a d'autres médicaments qu'on peut proposer. D'accord. Alors, merci beaucoup, Olivier. Je vais Olivier, si je peux me permettre, je crois que plus généralement, on a un certain nombre de médicaments qui sont anticholinergiques, qui sont plus fréquents, certains antihypertenseurs. Et il y a des tables qui permettent de voir leur degré d'anticholinergie et finalement de trouver le bon médicament remplaçant. Je me permets juste. Tout à fait. J'ai mis 3 petits points, peut-être qu'on ne les voit pas, mais il y a 3 petits points. En effet. Voilà, il en existe d'autres. Souvent, c'est des anti-allergiques, des antihistaminiques. Et en fonction, demandez à votre médecin. Et la plupart du temps, il peut avoir des échelles de savoir si celui-là est bien indiqué ou pas, si vous avez des troubles. Bien sûr, si vous n'avez pas de troubles, il n'y a aucun souci. Au contraire, il faut les prendre. C'est excellent et très actif. Très actif. C'est parfait. Merci beaucoup Philippe pour cette précision. Alors une petite question cette fois de logistique. On nous demande si les replays sont disponibles pour les webinaires précédents. La réponse est oui. Nous mettons à disposition un replay pour chaque webinaire qui est réalisé. Donc Olivier, je te redonne la parole pour les traitements non médicamenteux et à tout à l'heure. Alors, on a vu la partie traitement médicamenteux. On va voir qu'il y a aussi une prise en charge non médicamenteuse et on va voir qu'elle est complémentaire. Des fois, on oppose l'un ou l'autre. Non, il faut l'un et l'autre pour justement, comme on n'a pas beaucoup de traitements, mettre toutes les chances pour essayer d'une prise en charge optimale. Alors, les traitements non médicamenteux, on a en fonction du degré d'atteinte. Alors, à gauche, normalement, il y avait écrit troubles cognitifs légers. Et puis à droite, les troubles cognitifs avérés. On va voir qu'on a plusieurs possibilités de prise en charge, d'intervention non médicamenteuse, les exercices en atelier mémoire, ce qu'on appelle la stimulation cognitive, la prise en charge en orthophonie, la prise en charge en accueil de jour, la prise en charge en ce qu'on appelle les ESA, ESA, l'équipe spécialisée Alzheimer. Et on va voir qu'on a plusieurs possibilités en fonction du stade de la pathologie pour justement ces exercices de mémoire qui vont schématiquement faire travailler les neurones qui ne sont pas détruits. Alors là encore, la Haute Autorité de Santé propose les interventions qui portent donc sur la cognition, sur les fonctions cognitives. Ce sont des activités qui vont être proposées. On fait des mises en situation, des simulations de situations vécues. Elles peuvent être proposées à différents stades, que ce soit au début ou un stade tardif, et après c'est adapté par le professionnel. Et l'objectif est vraiment de ralentir à la fois la perte d'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Et donc ça, ce sont des interventions qui vont pouvoir être proposées par des psychologues, par des ergothérapeutes, par des psychomotriciens ou par des orthophonistes formés. Alors là encore, des petits schémas pour voir cet effet bénéfique. Comme tout à l'heure, cet effet reste modeste, mais mieux que du placebo. Si vous regardez le petit schéma tout en haut, on a des fonctions de la mémoire. Quand on est la courbe du bas, c'est que c'était du placebo, on n'a pas eu de formation.
Et puis, quand on a la courbe entre les deux, on a eu une intervention psychosociale. Et puis, celle du haut, on a eu à la fois les tests de la mémoire. Et vous voyez que l'entraînement cognitif est celui où il y a la meilleure efficacité. Mais vous voyez aussi que ça ne marche pas sur tout. Ça ne marche pas sur la dépression, ça ne marche pas sur le bien-être. Donc, un effet positif, mais qui reste lui aussi modeste. Alors, on retrouve les petits schémas comme j'ai mis tout à l'heure avec toutes les études. L'avantage de ces courbes-là, c'est qu'il y a toutes les études qui sont résumées sur une plaque, sur différents tests. Et vous voyez, comme tout à l'heure, l'effet est modeste. Il y a un effet significatif, mais un effet qui reste là aussi modeste. Ici, ce sont des tests de mémoire. Donc, vous voyez qu'on a un effet, c'est mieux que rien du tout, que du placebo. Donc, il faut effectivement proposer ces prises en charge, mais il ne faut pas non plus en attendre un effet majeur, puisque ces traitements non plus ne vont pas empêcher l'évolution de la maladie. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces stimulations de la mémoire ? Eh bien, il y a d'abord les ateliers mémoire. Les ateliers mémoire qui sont surtout proposés au stade débutant, des gens qui ont des troubles qui restent très modérés. Les ateliers, c'est souvent des programmes en groupe. On est entre 6 et 12. Et l'objectif est de renforcer les capacités actuelles et de remédier aux troubles, notamment les troubles attentionnels. Donc l'intérêt du groupe, c'est que ça permet une dynamique qui va profiter à chacun, dédramatiser les difficultés et apporter un soutien psychosocial. Il va y avoir donc un travail global avec plusieurs types d'exercices qui vont solliciter plusieurs domaines cognitifs, soit la mémoire ou des exercices sur le langage. Et puis, il y a ce qu'on appelle les exercices écologiques où on demande de refaire des événements de la vie quotidienne, des organisations, organiser des courses, organiser un repas, organiser un mariage, organiser un voyage, organiser un itinéraire, par exemple. Et puis, il y a ce qu'on appelle des ateliers de réminiscence, j'en parlerai tout à l'heure, où là, c'est raviver des souvenirs autobiographiques. Donc, on demande aux gens comment c'était le Noël il y a 3 ans, l'anniversaire. Rappelez-vous de vos vacances, un voyage, l'activité, qu'est-ce que vous faisiez comme métier, détailler un petit peu l'activité professionnelle. Donc, vous voyez 2 types d'activités, les exercices écologiques ou les ateliers de réminiscence. La prise en charge, il peut y avoir aussi des prises en charge orthophoniques. Donc, la prise en charge orthophonique vise à maintenir et adapter les fonctions de communication. C'est le langage, c'est la parole. Permet d'aider la famille à adapter son comportement aux difficultés du malade. Donc là, l'objectif, c'est de continuer à communiquer avec le patient et de prévenir d'éventuels troubles du comportement réactionnel. La prise en charge orthophonique, là aussi, peut se faire à tous les stades de la maladie et va être adaptée, et donc essentiellement quand il y a des troubles du langage. Et puis au stade plus avancé de la maladie, on peut proposer une prise en charge orthophonique quand il y a des troubles de la déglutition. On fait aussi des exercices dans ce sens-là. Alors l'orthophonie, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, c'est une prise en charge individuelle. Là, on est tout seul, c'est plus des groupes, c'est 1 à 2 fois par semaine. Et donc, c'est un travail, je vous ai dit, essentiellement centré sur le langage, l'attention ou la mémoire. Alors, il y a des petits trucs, on peut préparer des carnets mémoire. Les patients font des carnets mémoire où ils vont noter tous leurs rendez-vous, leurs messages, leur activité. Et en général, l'orthophoniste va fixer un objectif avec le patient en fonction du stade où il est. Et donc, je vous ai dit, ça peut être prescrit à différents stades de la maladie. Alors, il y a aussi d'autres interventions qui sont envisageables. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les ESA, la prise en charge ESA. Alors, la prise en charge par les équipes spécialisées Alzheimer. Donc, ce sont des professionnels qui vont venir au domicile et qui vont évaluer le patient au domicile avec une prestation pour accompagner les malades. On est plutôt là à un stade modéré de la maladie pour voir comment ils vont pouvoir stimuler leurs capacités restantes. Ce sont des séances de 12 à 15 séances.
Et c'est là aussi pris en charge par l'assurance maladie. Donc, le médecin vous fera une prescription pour le passage de l'équipe spécialisée Alzheimer, qui viendra donc 12 à 15 fois dans l'année. Et donc, les gens qui viennent, il y a un infirmier, il y a un psychomotricien, un ergothérapeute, un assistant de soins en gérontologie, et donc vont être mis en place des séances pour l'aménagement de la maison et puis du domicile, et puis une réhabilitation et un accompagnement des troubles cognitifs et du comportement. Et donc l'objectif, c'est essayer de maintenir l'autonomie, développer des aptitudes physiques et motrices, stimuler les capacités cognitives, et aussi, je vous ai dit, l'aménagement du domicile, sécuriser le domicile. Donc, il y a 12 séances par an et éventuellement, on peut renouveler l'année d'après une session de 12 séances. Alors, pour avoir accès à l'ESA, il faut aller sur le site de l'ARS de votre région et vous avez, ici j'ai mis pour Paris, mais il y a donc avec l'ordonnance et vous voyez en fonction de là où vous habitez pour que l'équipe vienne à domicile. Autre structure pour prendre en charge des malades pour ces thérapeutiques non médicamenteuses, ce sont les accueils de jour. Alors là, on est sur un stade un peu plus avancé de la pathologie. L'objectif va être la lutte contre l'apathie, le maintien des capacités de communication, de sociabilité, donc pour garder le plaisir à être ensemble. Donc là, bien sûr, on est là aussi en groupe. L'objectif, c'est le renforcement des capacités résiduelles, le maintien des capacités à faire ensemble, donc les activités de groupe, les activités de cuisine, d'écriture, de théâtre, de chorale, le maintien des capacités d'expression à travers des activités artistiques, la peinture, le chant, maintien des activités physiques et motrices et surtout de l'équilibre, donc la gymnastique douce, le tai chi qui a un effet tout à fait intéressant, ou d'autres possibilités, mais on n'est, vous voyez, pas sur de l'activité physique importante, gymnastique douce, tai chi. Et puis, il y a aussi un effet indirect, quand le patient est en accueil de jour, il y a un soulagement et un répit pour les dents qui peut faire être un petit peu dégagé de la prise en charge complexe du patient. Autre activité, donc j'en ai un peu parlé, l'activité physique. L'activité physique, c'est surtout la marche, qui va avoir un effet sur le risque de chute, sur l'effet musculaire, les capacités physiques, mais aussi sur les mesures cognitives, d'aptitudes fonctionnelles et même sur certains troubles du comportement. Donc là aussi, intérêt d'une prise en charge par un kinésithérapeute, un psychomotricien, des ergothérapeutes, et je vous avais vu que dans l'équipe ESA, il peut y avoir tous ces professionnels-là. Donc l'activité physique, je vous ai dit, c'est la gymnastique douce, c'est la marche, qui vont être intéressantes. Et puis, on a d'autres prises en charge qui peuvent être tout à fait intéressantes. L'aromathérapie, la musicothérapie, la stimulation sensorielle, la thérapie assistée avec des animaux, et puis, je vous ai dit, le tai chi. Donc, toutes ces stratégies peuvent être proposées et notamment vont avoir un effet sur les troubles du comportement, le moral, les troubles de l'humeur. Pas vraiment sur la cognition, mais vraiment sur le comportement et l'humeur. On peut aussi proposer une prise en charge psychologique, psychiatrique aux patients. C'est plutôt là au début de la pathologie, quand il y a eu l'annonce du diagnostic, il peut y avoir un soutien psychiatrique, psychologique aux patients et même aussi à son entourage pour faire face aux différents bouleversements et aux traumatismes que constitue l'annonce de la maladie. Et donc à aider à maintenir une stabilité et une continuité sur le plan psychique. Et puis, dernière partie qui est très, très importante, c'est le soutien des aidants, puisque la maladie d'Alzheimer est une maladie terrible pour les patients, mais aussi pour les aidants qui sont souvent fatigués, épuisés par la prise en charge continue, qui va s'accentuer au cours de la pathologie, notamment plus le patient va perdre son autonomie. Quand le patient va avoir des troubles du comportement, ça devient vraiment très, très, très difficile pour les aidants qui sont souvent démunis face à des symptômes qu'ils ne comprennent pas forcément et auxquels, des fois, ils ne s'adaptent pas de façon adéquate. Et en plus, les aidants vont être anxieux pour l'avenir de leurs proches et même pour leur avenir à eux. Quand il n'y a pas une réponse et que les aidants ne sont pas suffisamment informés ou aidés, le risque, c'est un repli de l'aidant qui va s'occuper tout le temps de son parent, perdre tout contact sociaux, familiaux,
Des fois, il peut même réagir de façon inadéquate, par épuisement, méconnaissance, erreur d'interprétation, et aboutir même à des fois des situations de maltraitance, gronder, frapper son parent, alors que bien sûr, il ne fait pas exprès, c'est par épuisement. Et puis, il a été bien démontré que les aidants ne s'occupent tellement de leurs parents que finalement, ils ne s'occupent plus beaucoup d'eux-mêmes. Ils vont être un peu déprimés, ils vont être même des fois beaucoup déprimés, et puis des fois, ils ont des pathologies où ils ne vont pas s'occuper. Des cancers qui auraient dû être détectés, puis ils ne s'occupent pas de ça, d'une hypertension qu'ils ne vont pas traiter, parce qu'ils ont d'autres choses, ils sont trop occupés par leurs parents, et donc ils se négligent. Donc, il existe aussi des possibilités pour l'aide aux aidants. Donc, il y a des programmes d'aide aux aidants, d'éducation. L'objectif, c'est de connaître la maladie, de comprendre les troubles et savoir comment je dois répondre devant telle ou telle situation. Donc, ça se passe en petits groupes d'aidants. C'est souvent des sessions sur une douzaine de semaines. Et à chaque fois, il y a un sujet différent qui va être abordé. Il y a un professionnel qui est souvent un neuropsychologue, mais des fois ça peut être un orthophoniste, un ergothérapeute qui va mener le groupe. Et donc là, il faut vous rapprocher, soit des clics, soit de ce qu'on appelle la maison des aidants et des aînés, des associations comme France Alzheimer ou de nos consultations dans mon CMRR. Si vous venez, on vous donne les adresses pour tout ça. Il peut y avoir des cafés Alzheimer. Donc là, c'est dans des cafés, c'est pareil, tous les mois, animé par un neuropsychologue. Alors, on peut venir avec son parent ou les aidants viennent tout seuls. Et là encore, des sessions à thème. Qu'est-ce que je dois faire dans telle situation? J'ai une sensation de culpabilité, mais en fait, non. Et l'importance de garder du temps pour moi. Même si il va en accueil de jour, c'est normal. Je m'occuperai mieux de lui quand j'aurai un peu rechargé mes batteries. Il peut y avoir des aides psychologiques, j'en ai parlé tout à l'heure, ponctuelles, pour les aidants qui vont avoir besoin d'un soutien. Là aussi, vous pouvez avoir les adresses dans les clics, les maisons des aidants, les associations ou les consultations mémoire. Il existe aussi des séjours de répit. Donc là, c'est effectivement pendant 3 à 4 semaines, le patient peut aller en EHPAD, le temps de laisser souffler les dents, qui peut partir en vacances, et puis ensuite retour à la maison. Et puis dernière chose, il existe aussi des séjours de vacances aidant aidés. Donc là, on part en vacances avec son parent. Le patient va être pris en charge toute la journée par l'association, et le soir, retrouve son aidant le soir. Et donc, il peut y avoir des visites, des randonnées, des jeux. Et donc là aussi, il faut vous renseigner. C'est des choses qui sont tout à fait utiles pour la prise en charge des aidants. Donc, pour conclure, on voit bien que je l'ai déjà dit tout à l'heure, pas de traitement curatif capable de guérir la maladie, mais vraiment une prise en charge qu'on peut optimiser. On peut optimiser avec les traitements médicamenteux symptomatiques que je vous ai dit tout à l'heure, et aussi avec toute cette prise en charge non médicamenteuse qui est majeure. Et vous voyez, entre un patient qui va avoir les traitements symptomatiques, qui va avoir toutes les interventions que je vous ai proposées tout à l'heure, eh bien, il y aura une prise en charge qui va être complètement différente. C'est pour ça qu'on parle d'un plan de soins, et ce plan de soins, il faut le mettre en place le plus précocement possible. Repérage, diagnostic par le médecin généraliste, diagnostic par le médecin spécialiste, le gériatre, le neurologue ou le psychiatre, prise en charge dans un centre spécialisé, et donc notamment les centres mémoire de ressources et de recherche, comme dans mon service à l'hôpital Broca. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation très complète, pour le coup qui prend à la fois l'aide du patient et de l'aidant. Ce qui me permet de rebondir sur une question qui nous a été posée, qui est en lien avec ce dont tu parlais dans le besoin d'entourer également l'aidant. Mais là, la question, c'est comment faire lorsque le patient refuse le diagnostic. C'est-à-dire qu'en fait, on est aidant d'un patient qui vraisemblablement est Alzheimer, mais qui ne s'est pas fait diagnostiquer et qui donc, j'imagine, n'a pas eu accès à ses soins. Alors, c'est malheureusement une situation fréquente, puisque dans les signes de la pathologie, il y a ce qu'on appelle l'anosognosie, donc c'est-à-dire je ne me rends pas compte de ce qui m'arrive. Donc, il faut effectivement, en général, il y a des phases dans la maladie. C'est-à-dire qu'au début, il y a cette période-là, et puis petit à petit, avec le dialogue avec le médecin, on va réussir petit à petit à expliquer
qu'il y a des troubles neurocognitifs. Et souvent, moi, il y a des patients chez qui le diagnostic, on ne va pas l'annoncer à la première consultation. On voit bien certains patients, on va attendre 1, 2, 3 consultations avant de faire cette annonce diagnostique, parce qu'on voit bien qu'au début, ils ne sont pas du tout prêts. Et petit à petit, essayer quand même d'arriver au diagnostic, sans forcément des fois arriver avec des termes qui peuvent faire peur d'emblée, puis arriver ensuite au diagnostic. Il faut toujours faire l'annonce du diagnostic, mais c'est une problématique fréquente et en général, en répétant les consultations, on va réussir à faire passer notre message. D'accord. Donc, continuer comment dire, de familiariser le patient avec cette idée de l'importance du diagnostic pour aussi commencer les traitements le plus tôt possible finalement. Une question, Olivier, donc tu nous disais que le parcours de soins en fait se fait dans un premier temps du médecin généraliste vers les centres mémoire. Est-ce qu'on peut aller directement dans un centre mémoire ou est-ce qu'il est nécessaire d'être référencé par son neurologue pour pouvoir accéder à ces structures? Non, on a bien sûr accès, on peut avoir accès d'emblée, hein. C'est vrai que normalement, on a un suivi par le médecin généraliste, hein. Donc le médecin généraliste, il faut lui parler des troubles de la mémoire potentiels qu'on a ou que son parent a. Et à ce moment-là, il vous enverra pour un bilan complémentaire. Mais on peut toujours venir d'emblée aussi. Mais normalement, c'est mieux d'avoir un vrai suivi parce qu'ensuite, une fois que le diagnostic, la prise en charge aura été posée, les patients reviendront aussi voir leur médecin généraliste. Donc, il faut vraiment que le médecin généraliste soit dans la boucle. Après, la difficulté, c'est qu'il y a actuellement moins de médecins généralistes, hein, et donc, des fois, c'est plus difficile d'avoir accès, notamment pour des personnes âgées qui ont une mobilité difficile, hein. Il y a beaucoup moins de visites à domicile pour les gens âgés. Donc, des fois, moins d'accès aux médecins généralistes. Et des fois, c'est vrai que les gens viennent directement sans passer par la première case parce que l'accès est plus compliqué. Et donc, tu nous as présenté en fait les différentes phases de soins quand on est à domicile, puis quand on va dans des structures de jour. Est-ce qu'on a accès à tous ces traitements non médicamenteux lorsqu'on est dans un centre d'hébergement de longue durée? Dans une EHPAD, disons. Quand on est dans un EHPAD, on peut avoir accès à certains. Alors, les ateliers mémoire, on n'a plus, mais on peut avoir. Des orthophonistes peuvent venir dans les EHPAD, hein. L'EHPAD, c'est comme un domicile, donc on peut avoir toutes ces possibilités. Il peut y avoir de la kinésithérapie, il peut y avoir de la gymnastique. Tous les ateliers, comme dans un accueil de jour, sont complètement dans les EHPAD. Ça fait partie de la vie de l'EHPAD. Donc, il y a adapté au stade des patients. Quand on est en EHPAD, c'est qu'on est à un stade plus sévère, hein, donc ce stade-là, c'est complètement adapté, et donc on a tout à fait accès à ces thérapeutiques non médicamenteuses. J'ai une question de logistique par rapport au CMRR, parce qu'on voit qu'on a du coup une multitude de professionnels qui vont entourer le patient et son aidant. Est-ce que du coup, au niveau du centre mémoire, il y a un coordinateur, une personne un peu référente qui va du coup être l'interlocuteur privilégié du patient, ou bien est-ce que le patient finalement va aller voir les professionnels de manière séparée, sans forcément une coordination? Alors dans le centre mémoire, hein, c'est le diagnostic qui va être proposé et ensuite on propose le plan de soins, hein, mais les gens ne font pas tout ce que j'ai proposé, c'est pas Abrota qui viennent le faire, hein, mais ça, on va proposer. Donc, les gens en général viennent sur une journée d'hôpital de jour, hein. Ils vont rencontrer l'ergothérapeute, le neuropsychologue, le médecin, le kinésithérapeute. Donc, ils rencontrent tous ces professionnels-là. Et ensuite, une synthèse qui se fait et on va proposer telle prise en charge. On donne des adresses, telle prise en charge en fonction du stade du patient. Et donc, on va lui proposer toutes les prises en charge, à la fois médicamenteuses et non médicamenteuses. Mais ensuite, cette prise en charge, elle est faite soit à domicile, soit dans les ateliers, soit dans les accueils de jour. Mais là, c'est plus à l'hôpital après. D'accord. Et tu disais tout à l'heure qu'en fait, il était important de considérer que les traitements médicamenteux, finalement, non médicamenteux, pardon, étaient complémentaires aux traitements médicamenteux. Du coup, par rapport aux chiffres, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que les patients qui sont sous traitement médicamenteux vont aussi se complémenter par les traitements non médicamenteux, ou est-ce que c'est encore compliqué d'allier les deux?
Non, non, la plupart du temps, on va proposer. Je dirais la chose là où il y a une différence de prise en charge, c'est qu'il y a le patient qui va rentrer dans la filière, qui va avoir tout ce que je vous ai proposé, à la fois les traitements médicamenteux et non médicamenteux, et puis d'autres patients qui ne passent pas du tout dans leur filière, qui restent chez eux, qui n'ont quasiment pas de prise en charge. Et malheureusement, à la fin, il y a un des deux qui va s'aggraver plus vite, c'est celui qui n'a pas du tout été pris dans la filière, parce que rien n'a été mis en place, et des fois, il y a une chute, le patient est hospitalisé en urgence, on se rend compte qu'il y a une maladie d'Alzheimer, un stade sévère qui n'a pas été diagnostiqué, et le patient rentre tout de suite en EHPAD. Voilà, donc il y a eu une cascade d'événements qui font qu'on aurait probablement évité si on avait mis en place toute la prise en charge préventive avec tous ces traitements médicamenteux et non médicamenteux. Donc c'est fondamental. L'accès à ces soins sont fondamentaux. Voilà, et il existe des centres, des consultations mémoire, des CMRR partout, hein, donc il faut effectivement pouvoir bénéficier de ce plan de soins. Merci beaucoup Olivier. On est allé au bout des questions des participants. Je vais redonner la parole à Philippe et vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée et un très bel été, puisqu'on se retrouve pour ma part en septembre. Bonne soirée. Merci Magali. Bonne soirée, bonnes vacances. Je voudrais appeler Audrey Gabel, si tu peux nous rejoindre. Bonjour Magali. En fait, oui, je reviens simplement pour dire qu'en fait, Audrey n'est plus avec nous ce soir, elle a dû s'absenter. Donc, il ne reste que Olivier et toi pour clôturer l'événement. Abandonné par les femmes, voilà, de parité maintenant. Olivier, j'avais deux questions. Je crois que ce qui est très net, ce qui est sorti de vos deux présentations, c'est que contrairement à ce qu'on dit, où on dit qu'il n'y a pas de traitement de la maladie d'Alzheimer, on a vu qu'il y avait des hypothèses, qu'il y avait des essais cliniques, qu'il y avait des filières de prise en charge. Un traitement, une filière de prise en charge ne se résume pas à un médicament. Je crois qu'il y a deux questions qui se posent. La première, c'est souvent les gens disent bah, écoutez, il n'y a pas de traitement, on part d'un fatalisme, et certains même de nos confrères ont ce genre de comportement. Il y a une espèce de fatalisme, il n'y a pas de traitement, donc ce n'est pas la peine, entre guillemets, d'embêter votre proche ou votre patient, et on ne fait rien. Donc je pense que si tu pouvais un petit peu commenter là-dessus et les conséquences que ça peut avoir, et familialement, tu l'as abordé sur ces personnes qui, avec le déni, du coup, ne sont pas diagnostiqués, sont laissés sur le côté, et on arrive à des situations qui sont catastrophiques, malheureusement. Oui, oui, c'est vrai que malheureusement, le déni risque d'aboutir à une accélération de la pathologie. Et il y a vraiment souvent cet épisode aigu, il va y avoir une infection, il va y avoir une chute, il va y avoir quelque chose qui fait que le patient va rentrer à l'hôpital. Et nous, on se rend compte que le patient, il a des troubles depuis quelques années, mais personne ne s'en est occupé, rien n'a été mis en place. Et des fois, on rentre sur des situations d'entrée en EHPAD en urgence parce que le patient ne peut plus rentrer à la maison, rien n'avait été préparé. Donc très clairement, même si on n'a pas de médicaments capables de guérir, de freiner de façon spectaculaire la maladie, la mise en place de toutes ces thérapeutiques va aider de façon significative le patient, la famille, pour l'accompagnement de la prise en charge de cette pathologie. Donc c'est vraiment très très important. On n'a pas parlé de la conduite automobile, mais il faut aussi diagnostiquer précocement pour ne pas risquer un problème chez quelqu'un qui aurait une andosognosie. Donc cette prise en charge, ça a bien été démontré que quand on a un patient qui rentre dans cette filière, il va avoir un pronostic qui va être meilleur que celui qui ne rentrera pas dans la filière. À propos justement de la conduite, parce que c'est souvent un moment clé chez le patient, dans son diagnostic, il a une sensation de perte de sa liberté. Est-ce qu'il y a des approches particulières qu'on pourrait recommander aux aidants, aux familles? La conduite, c'est un problème c'est très très compliqué, c'est très très complexe. Je pense que ça justifierait même un webinaire entier, parce que ça va être différent si c'est un homme ou une femme, ça va être différent si on est en ville, si on est à la campagne. Et effectivement, il y a des fois c'est très complexe. Il n'y a pas de loi qui interdise la conduite automobile. Le médecin ne peut pas faire interdire la conduite automobile. Alors après, on a des petits trucs. On essaye effectivement de dire aux familles qu'il va falloir cacher des clés, enfin qu'on ne peut plus laisser le patient conduire.
Là encore, c'est de la discussion, hein. En général, je ne vais jamais dire la première fois à quelqu'un qu'il doit arrêter de conduire. Et en le revoyant plusieurs fois, avec la relation de confiance avec le praticien, en général, au bout de quelques fois, quand je leur dis qu'il faut arrêter, ce coup-ci, ils m'écoutent. Je crois que comme un peu dans d'autres pathologies, ce qu'on appelle l'annonce, c'est-à-dire le moment où on va porter un diagnostic ou apporter une information est quelque chose d'important. Le troisième plan Alzheimer avait insisté sur l'annonce. Aujourd'hui, est-ce que c'est une pratique qui est faite, alors j'imagine dans les centres spécialisés, les consultations mémoire, mais est-ce que ça commence à diffuser un peu chez les médecins généralistes? Non, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup d'adressage, hein, c'est que les médecins généralistes sont peut-être pas très à l'aise avec cette annonce de diagnostic, et que nous, au contraire, on fait ça tous les jours. On a l'annonce par le médecin, puis ensuite le psychologue qui va voir aussi le patient et la famille. L'annonce, ce que je disais tout à l'heure, hein, on choisit le moment de l'annonce. Des fois, on le fait vite, mais des fois, on prend un peu son temps parce que le patient n'est pas prêt. Donc, c'est effectivement quelque chose de très, très important. Et qui est en tout cas sûrement très bien faite dans les centres spécialisés. Juste pour rappel, sur les centres mémoire et les consultations mémoire, il en existe à peu près dans toute la France, hein, je crois, mais avec quelques centres hyper spécialisés pour les cas compliqués que sont les CM2R, c'est-à-dire Centres Mémoire, Ressources et Recherche, comme celui que tu diriges à l'hôpital Broca. Comment est-ce qu'on peut accéder à ces centres? Il faut passer par son médecin traitant, je crois qu'on en a discuté un peu tout à l'heure, mais imaginons par exemple que la famille vienne avec une demande et que finalement il y a une espèce d'abandon du médecin généraliste disant il n'y a pas de traitement. Est-ce qu'on peut aller soi-même vers un CM2R ou il faut absolument une prescription médicale? Non, on peut tout à fait. Alors, l'idéal, c'est effectivement d'avoir une prise en charge par le médecin généraliste, éventuellement par un médecin spécialiste, neurologue ou gériatre, avant, dans une consultation mémoire, mais on peut tout à fait avoir accès, en général, dans l'origine des patients, il y a un pourcentage, 60% qui sont adressés et presque 30 à 40% qui viennent d'eux-mêmes, hein. Donc, c'est effectivement... En tout cas, sur une ville comme Paris, où il y a 3 CMRR, hein, donc il y a pas mal d'offres. Les délais d'attente sont raisonnables d'atteinte de consultation? Les délais d'attente sont de plus en plus courts, hein, puisque grâce notamment au plan Alzheimer, on a pu avoir plus de personnel, hein, c'est très dépendant du personnel, mais on arrive à avoir des délais, alors qu'avant on disait les délais sont très très longs, qui sont maintenant beaucoup plus courts, hein. C'est moins d'un mois pour avoir un rendez-vous. J'ai une autre question qui nous arrive souvent à la Fondation. Beaucoup de personnes, soit des patients, soit des apparentés de patients ou des aidants, nous demandent s'il est possible de participer à ces essais thérapeutiques que vous avez évoqués, Audrey et toi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment, si on décide, si on a la volonté de participer à un tel essai? Puisqu'on peut noter quand même que dans tous les groupes, généralement, les gens qui sont dans les essais avec la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées ont tendance à s'améliorer. Est-ce qu'il y a une procédure à suivre? Qui doit-on voir? À qui doit-on s'adresser? Eh bien, c'est effectivement là, on peut soit avoir son médecin généraliste qui nous oriente sur le CMRR, mais c'est vraiment, on va sur le site, hein, vous tapez le CMRR et vous avez tous les CMRR, Centre Mémoire de Ressources et de Recherche. Et là, vous pouvez venir. Alors après, il faut des critères, hein, pour rentrer dans un essai thérapeutique. Donc après, vous serez examiné par un médecin. Le médecin regardera s'il y a des critères potentiels pour participer à cette étude-là. Et à ce moment-là, on pourra proposer de rentrer dans l'essai thérapeutique. Donc, soit il y a un filtre par le médecin généraliste, le médecin spécialiste, soit on peut venir même d'emblée pour avoir une consultation, puis après la première consultation, on verra s'il y a les critères ou pas pour un essai thérapeutique. Donc, ce qu'il faut conseiller, c'est si vous voulez participer, demandez à votre médecin traitant ou éventuellement aller sur Internet pour retrouver l'adresse de votre centre mémoire, ressources et recherche, qui sont généralement dans les centres hospitaliers universitaires, le plus proche de chez vous pour justement, puisque c'est là en général que se font les essais avec l'équipement, avec les hôpitaux de jour. Donc voilà, merci
Merci pour cette information. J'ai une autre question qui concerne plutôt les aidants. Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour les aidants? C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure d'un chemin de prise en charge pour le patient. Est-ce qu'aujourd'hui, on construit des chemins spécifiques pour les aidants? Parce que comme tu l'as rappelé, souvent les aidants s'épuisent. Est-ce qu'on a des choses spécifiques sont prévues pour eux au sein de l'hôpital, par exemple, ou des consultations mémoire? Alors, en tout cas, dans les CMRR, on va proposer des programmes d'aide aux aidants. Donc, ce que je disais, hein, avec les aidants qui se retrouvent entre eux et qui partent sur des programmes d'explication, comment je dois me comporter par rapport à la maladie. Donc, il y a vraiment ces programmes d'aide aux aidants qui peuvent exister. Donc, pour ça, il faut se renseigner soit sur le centre mémoire, soit on a ce qu'on appelle les M2A, hein, Maison des aînés et des aidants, où là, on peut aussi vous donner les coordonnées des programmes d'aide aux aidants. Il existe aussi des cafés Alzheimer, hein, où les aidants se retrouvent le matin au café et en fait peuvent discuter entre eux. Donc, il y a effectivement plusieurs choses qui sont proposées de programmes d'aide aux aidants. Et pour ça, il faut vraiment se rapprocher soit des CMRR, soit des CLIC, soit ce qu'on appelle les M2A, les anciennes Maya, donc la maison des aînés et des aidants. Et le CLIC, c'est quoi? Parce qu'il y a plein de termes. Bientôt, ça va s'appeler les DAC. Aïe. Les CLIC, c'est quoi un CLIC? Tu as parlé d'un CLIC? Les CLIC, oui, c'est les comités locaux d'information. Donc, c'est des endroits où vous tapez CLIC avec votre adresse, ou l'arrondissement par exemple, et vous pouvez avoir une sorte de guichet où on vous donne des adresses à la fois pour des aides à domicile et à la fois pour tous les programmes qui peuvent aider. Il y a aussi France Alzheimer qui peut proposer toutes les associations qui peuvent proposer toutes ces adresses. Hein. C'est vrai que c'est assez compliqué de s'y retrouver parce qu'il y a plein de choses qui existent, mais on ne sait pas toujours que ça existe. Et puis dans certains endroits, ça s'appelle CLIC, dans d'autres endroits, ça s'appelle Maya. Mais toutes ces structures ont pour objectif vraiment d'aider les accompagnants à mettre en place ce parcours de soins avec toutes les aides possibles pour les patients. Merci Olivier pour toutes ces informations si précieuses. Donc, deux choses à retenir. La première, il y a de l'espoir dans les traitements dans la maladie d'Alzheimer. On vient d'en voir un d'ailleurs aux États-Unis qui a été mis sur le marché. Et d'un autre côté, il y a des schémas de prise en charge. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de médicaments curatifs qu'on ne peut pas prendre en charge le malade. Et c'est très important tant pour le malade que pour sa famille. Merci beaucoup Olivier. Alors merci à distance pour Audrey également d'avoir participé. Je voudrais juste terminer la minute qui nous reste en vous remerciant d'avoir participé à cette nouvelle série de séminaires de webinaires qui ont été induits justement par les circonstances et par le Covid. J'espère que vous les avez appréciés. Nous allons donc faire une petite pause au mois d'août. Nous n'aurons pas de séminaire, mais nous nous retrouverons le 2 septembre à 17h30 précise et on parlera de l'Alzheimer et de la maladie d'Alzheimer et de la diversité. Y a-t-il des différences entre les hommes et les femmes? Y a-t-il des différences avec les niveaux d'éducation? Tous ces éléments seront traités. Et je ne voudrais pas terminer sans remercier Marion Ravenot, que vous ne voyez jamais, mais qui pourrait apparaître pour nous dire au revoir et bonnes vacances pendant quelques instants, et qui assure la logistique, les messages et l'organisation, et bien sûr Magali. Voilà, et bien écoutez, merci. Je vous donne rendez-vous au 2 septembre. Revenez-nous nombreux et vous verrez, nous avons encore préparé quelques séminaires surprises, en particulier sur la fin de l'année au moment de Noël. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, soit directement sur notre site ou alors sur notre chaîne YouTube. Grand merci à vous, passez d'excellentes vacances et n'hésitez pas à continuer à communiquer, à nous écrire si besoin était. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.